Lyon, Saint-Étienne. Je laisse la parole à Hugo Paris, doctorant en sciences de l'éducation au laboratoire ADEF d'Aix-Marseille Université et à l'INSA Lyon. Il travaille sur l'accompagnement des enseignants pour intégrer des enjeux socio-écologiques dans leur formation. Sa communication d'aujourd'hui reviendra sur l'enquête de terrain de la thèse et l'étude de 2 curriculums de l'INSA Lyon. Merci. Merci Laure. Bonjour à tout le monde. Alors, par rapport à ce qui a été précisé tout à l'heure, donc moi je suis ni archiviste ni historien, donc d'avance, excusez-moi pour quelques impairs que j'aurais pu commettre en parlant des archives et des données historiques. C'est pas ma culture disciplinaire première, on va dire. Donc, Laure m'avait demandé d'intervenir sur mes travaux de thèse, donc ça va rejoindre certaines choses dont a pu parler Emmanuel ce matin, avec du coup cette question-là de comment on peut mobiliser les archives pour reconstituer là, l'évolution des formations. On est moins sur directement les identités enseignantes, mais les deux sont assez liés. Pour des raisons de recrutement, mais aussi d'activité professionnelle de ce corps enseignant. Donc pour commencer à présenter vraiment le contexte de la recherche, donc ça s'inscrit dans un engagement de l'établissement, l'INSA Lyon, dans le but de former ses étudiants au développement durable et à la responsabilité sociétale, que j'ai abrégé, je crois que ça revient après dans le diapo. Donc avec cette idée que l'ingénieur est un acteur important de la transition écologique. C'est une mission qui vise, enfin c'est un engagement qui vise à répondre aux attentes des étudiants qui se sont exprimés à cet égard-là, qui ont pu mener des actions de grève par exemple en 2019. Mais aussi des attentes de la société, que ce soit les entreprises, mais même plus largement. Donc c'est un sujet qui suppose une certaine complexité, une interdisciplinarité, une transdisciplinarité. Donc là, il est question qu'au moins 24 ECTS sur les 50 formations concernent ces sujets-là, du développement durable. Et donc, en fait, cet engagement pour former les étudiants, il appelle une question de comment on forme les enseignants à assurer cette nouvelle mission, finalement, ces nouveaux contenus, ces nouvelles pédagogies. Et c'est à cet endroit-là que la thèse se positionne. Donc, c'est une thèse en sciences de l'éducation, comme je l'ai dit, avec cette préoccupation sur comment est-ce qu'on peut accompagner les enseignants d'école d'ingénieurs à intégrer ces questions-là. Donc, je suis à ma 2e année de thèse, et la thèse s'inscrit dans une chaire UNESCO plus large, avec notamment des partenaires sud-américains et africains, autour de cette question plus large de comment on forme les enseignants à ces questions-là. Comment on forme les ingénieurs à ces questions-là, et donc avec cette question de quelles conséquences sur les enseignants. Donc la recherche s'appuie sur 2 études de cas en fait, à l'INSA Lyon, qui est quand même un gros établissement. Donc, il a été choisi de se concentrer sur des départements en particulier. Donc, le département formation initiale au métier de l'ingénieur, qui est l'équivalent d'une prépa intégrée, on pourrait dire, et département de spécialité génie civil urbanisme. Et donc, au travers de ces 2 études de cas, ce qui nous a intéressé en particulier, c'était de comprendre les structures disciplinaires de l'enseignement, comment elles évoluent au fil du temps, comment elles se recombinent face à des nouvelles demandes de la société, à des nouvelles attentes des recruteurs, des pouvoirs publics, etc. Et comment ça participe à reconfigurer aussi les postures, les identités enseignantes en lien avec ces disciplines-là. Et des questions sous-jacentes sur lesquelles je n'aurai pas l'occasion d'en parler aujourd'hui, mais les questions de rapport à la durabilité, de qu'est-ce qu'on met derrière cette notion de durabilité, évidemment très, très importante là-dedans. Et certaines cultures disciplinaires prédestinent à y voir certaines choses plutôt que d'autres, et c'est une partie importante de la thèse aussi. Donc en fait, le fait d'aller vers les archives, ça vient d'une première question en fait, qui est de comment mieux comprendre les dynamiques actuelles, ce qui évolue, les difficultés rencontrées par les enseignants, et en fait plus généralement de saisir les conditions et contraintes du travail enseignant. Donc il y a aussi l'analyse du cadrage stratégique de cette évolution, comment l'établissement formule des directions, des orientations pour ces formations.
Il y a une partie aussi qui consiste à observer les enseignants débattre, échanger sur le chantier, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, dans quelle direction aller, et comment ça se transcrit dans des expérimentations d'enseignement et plus tard des enseignements plus définitifs. Et finalement, les archives sont venues assez naturellement avec cette idée de s'intéresser finalement aux évolutions précédentes, de voir. Alors, le sujet du développement durable a certaines particularités, c'est un sujet qui est politique, mais du coup, par rapport à d'autres évolutions, à quel point on peut la singulariser? Est-ce qu'elle est différente? Est-ce qu'elle est nouvelle par certains aspects? Comment on peut mieux comprendre qu'est-ce que le développement durable finalement fait aux établissements de formation aussi par ce biais-là? Et donc ça passe par des entretiens, mais aussi par donc, l'étude des archives de l'établissement. Alors, cet histogramme un peu simpliste, ça présente en fait le nombre de programmes que j'ai pu récupérer par décennie. Du coup, par rapport à ce que disait Emmanuel ce matin, le fait de stocker les maquettes, les emplois du temps peut avoir cette vertu-là, en fait, de comprendre comment ça évolue, la part des différentes disciplines, le nombre d'heures, les formats pédagogiques, est-ce qu'on passe de cours à des cours conférences, maintenant on dirait plutôt des TD, ou des cours TD, les programmes, les coefficients entre les matières. Alors, avec le passage aux ECTS, cet aspect-là a été un peu modifié, mais ça reste un point important. Donc, sur ce nombre de programmes, il n'y en a pas énormément non plus. Ça aurait pu être plus systématique dans le stockage, en particulier sur les périodes les plus anciennes. Ma chronologie commence en 1957, c'est la date d'ouverture de l'établissement. Et le département de génie civil qui apparaît en orange n'ouvrira que dans les années 60. Donc c'est pour ça qu'il n'apparaît pas dans la première barre. Et on a des moments en fait un petit peu de trous, on va dire, d'archives qui sont beaucoup moins présentes, notamment, ça ne se voit pas du coup sur cet histogramme-là, mais entre 1967 et 1978, il y a vraiment un moment où il y a malheureusement peu d'archives qui ont été conservées. C'est lié à différentes raisons. De ce que j'ai pu comprendre, les mouvements étudiants de grève et d'occupation de certains bâtiments ont pu avoir un effet sur l'archivage. Il y a eu des périodes compliquées aussi en termes de direction d'établissement et de non-renouvellement de la direction par le ministre de l'époque. Enfin, donc, c'est des données qui sont parcellaires. On n'est pas sur une exhaustivité, mais ça permet quand même de retracer certaines évolutions. Je vous ai mis un petit exemple. Alors là, c'est un extrait d'un emploi du temps donc de 1978. Ça vient d'une brochure à destination des lycéens. Les plus aguerris d'entre nous reconnaîtront des noms de bacs qui n'ont plus cours aujourd'hui. Et aussi le fait que les programmes à l'époque étaient structurés en heures hebdomadaires. C'est-à-dire qu'il y avait un programme pour une semaine et c'était la même toute l'année. Enfin tout le semestre, ce qui a certains avantages quand on essaye de reconstituer qu'est-ce qui se passait dans les emplois du temps. C'est parfois plus compliqué sur des périodes plus récentes. Sur cet aspect-là, donc il y a la question des formats pédagogiques. Je ne vais pas développer là-dessus, mais c'est des choses qu'on peut observer à travers ce genre de documents. Et le fait de reconstituer cette évolution des formations, ça suppose aussi d'essayer de repérer comment évoluent en fait les matières, au travers des changements de nom, des changements de programme, comment on retrace des continuités, des ruptures, des nouvelles disciplines qui arrivent. Là, j'ai mis en avant la discipline d'expression-communication, donc à la fin des années 70, qui aujourd'hui s'appelle culture, sciences, société. Donc ça témoigne aussi de certaines mutations, des préoccupations de qu'est-ce qu'on attend des ingénieurs, est-ce que c'est juste qu'ils parlent bien ou est-ce qu'ils aient une réflexion un peu plus poussée sur la société et à quoi vont servir leurs techniques. Moi, ici, je vous montre un extrait d'un tableau de synthèse un peu barbare, mais donc c'est en fait le fait de passer de ce que je montrais avant, les heures hebdomadaires à des heures totales et de montrer les différentes parts des disciplines et comment elles vont évoluer au travers du temps. Donc, je vous ai mis la première année que je montrais avant, donc 1978-1979, et d'autres points comme ça, j'en ai davantage. Là, c'était pour montrer un petit peu ce que ça peut donner.
Et en regardant ça, donc il y a plusieurs, on peut en parler assez longtemps de ce tableau-là, de ce qu'il montre. Il y a par exemple le fait que l'informatique émerge comme une nouvelle discipline et qui prend de plus en plus d'importance. Il y a des recompositions au sein des disciplines. Par exemple, en 78, la physique, la chimie et la thermodynamique étaient prises ensemble comme une seule discipline, avec des conséquences sur les identités des enseignants qui travaillaient à ces disciplines-là. C'est une période qui suit la fermeture, par exemple, d'un département de spécialité en chimie industrielle. Donc, il y a des questionnements sur l'avenir de la chimie dans l'établissement. Et donc, ça explique ce genre de recomposition. Et donc, en fait, ce qui est intéressant aussi dans ce tableau-là, c'est l'évolution des parts en fait, des disciplines, de la part dans l'emploi du temps total. Donc, en bas, je vous ai mis un peu la somme totale de combien il y a d'heures dans une année. Ça va plutôt dans le sens d'une diminution, même s'il y a des inflations un peu étonnantes dans les années 80 et 90 notamment. Mais en fait, dans les parts, ce qui est intéressant, c'est que ça va montrer quelles sont les disciplines les plus importantes et qu'on peut rattacher en fait à des questions de prestige, de forme pédagogique aussi, parce que le fait d'avoir des travaux pratiques, par exemple, ça gonfle un peu le volume horaire d'une matière, mais qui en fait représente beaucoup de temps d'encadrement, mais peut-être une position, on va dire, culturelle finalement, peut-être moins importante que ce que la part laisse présager. Et en fait, en faisant ressortir ça, en faisant ce travail sur les parts, il ressort par exemple que finalement, dans cette école d'ingénieurs, c'est vraiment la physique, les sciences physiques en fait, qui sont la matière principale et non pas les mathématiques. Ce qui est un point, par exemple, assez différent par rapport à des classes préparatoires où les mathématiques occupent une place beaucoup plus importante. Là, il y a des phénomènes de différenciation entre le concret, l'abstrait, la proximité de la physique avec le terrain, avec le réel, là où les mathématiques seraient plus éloignées, donc moins adaptées à des profils d'ingénieurs. Enfin, il y a ce genre de questionnement. Mais donc, je vais pas aller plus loin pour y revenir dans les questions si vous le souhaitez. Je voulais conclure en parlant un peu avec des difficultés en fait rencontrées face à ce travail d'archives. Donc, alors, il y a peut-être certaines difficultés qui viennent du fait que je suis, on va dire, plus inexpérimenté que ne l'aurait été un historien dans cette situation. Mais je pense qu'il y a quand même, je voulais quand même suggérer des éléments qui m'ont questionné sur comment stocker les archives, comment les traiter, comment travailler avec les chercheurs à cet endroit-là. Donc, il y a ce que je disais sur les continuités, les ruptures dans les disciplines de formation. Ce n'est pas toujours évident de savoir qu'est-ce qu'est la continuité de quoi, qui apportait telle transformation. Et le fait de croiser avec les affectations des personnels aurait par exemple permis d'aller plus loin là-dessus. Ça pose des problèmes d'anonymat, mais reste que du coup, c'est deux types de données qui ne sont pas forcément stockées dans les mêmes fonds, mais qui permettraient en fait d'en savoir un peu plus sur ces choses-là. Il y a la question du statut des programmes et des supports de cours. Parfois, ils sont archivés, parfois non. À qui appartiennent ces supports de cours? À qui appartient le poli de cours finalement? Est-ce que les droits d'auteur reviennent à l'enseignant? Du coup, est-ce qu'on a le droit de les conserver de cette façon-là? C'est des questions que je me suis posées. Il y a la dispersion des fonds qui est, je pense, assez banale dans ce cas-là. Ça rejoint ce que disait Emmanuel Picard ce matin, avec d'un côté les collections personnelles des enseignants qui vont être stockées dans leur bureau peut-être là où ils enseignent, mais peut-être aussi dans le labo où ils sont, peut-être pas au même endroit. Qu'est-ce qui reste dans le département de formation? Qu'est-ce qui reste dans le laboratoire? Qu'est-ce qui est stocké au niveau de la direction générale? Ce genre de questions-là qui font que c'est parfois difficile de retracer justement tout ça, cette évolution des formations. Et un point qui m'a vraiment paru important, c'était la question de l'impact ce que j'ai appelé ici les discontinuités institutionnelles sur l'archivage. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des recompositions. Par exemple, le département de génie civil urbanisme, à la base, c'était une option d'un département de mécanique. Mais où sont passées les traces de cette époque-là? Parce qu'aujourd'hui, elles sont ni stockées dans les archives des autres départements de mécanique, ni dans les archives de génie civil urbanisme. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Où sont passées ces archives? Alors que pourtant, les bâtiments, là, pour le coup, il n'y a pas eu de déménagement. Donc, il y a ce genre de questions. Et ce qui pose un peu, je trouve, la question de à quel point quelle connaissance de l'institution doit avoir l'archiviste, comment
faire sens pour lui de ce genre de choses, de savoir que tel département a fusionné avec tel autre, et donc du coup, pour reconstituer ça, peut-être que des choses sont mal rangées ou mal classées, parce que justement, on n'avait pas forcément eu le souci de retracer ce temps long de l'institution. Quel traitement pour les données sensibles? Je parlais de la question de l'anonymat tout à l'heure sur les affectations des enseignants. Là, moi, je l'ai moins rencontré dans le sens où je me suis peu penché sur les archives concernant les étudiants. Mais par exemple, le fait initialement dans le travail, je m'étais dit que le fait d'essayer de savoir qu'est-ce que les étudiants devenaient après leur formation, ça pouvait être intéressant pour mieux comprendre à quoi préparaient effectivement les formations. Reste que ça, c'est des données extrêmement compliquées. Il y a une part d'enquête réalisée par l'établissement, mais il y en a d'autres aussi où c'est très nominatif, en fait. Donc, du coup, à ce titre-là, on ne peut pas vraiment y accéder avant un certain délai que vous connaissez sûrement mieux que moi. Il y a le statut des contenus de cours, j'y reviens pas. Et en fait, comment aussi plus généralement replacer les archives dans le contexte de leur production, qui est un peu la base finalement du travail d'archive, mais aussi du coup, qu'est-ce que ça implique pour l'archiviste en fait d'arriver à naviguer avec des histoires institutionnelles parfois compliquées et de potentiellement pouvoir aider ou éventuellement arriver justement à faire peut-être sens de documents d'archives qui, sans le contexte, sont peut-être un peu abscons ou dont il est difficile de voir la pertinence quand ils sont isolés. Donc, je terminerai là-dessus. Merci de m'avoir écouté. J'espère ne pas avoir trop écorché des notions et des concepts. Je vous ai épargné de la méthodologie aussi, bien évidemment. Donc, je suis prêt à répondre à vos questions si vous en avez. Merci. Oui, merci beaucoup pour votre présentation. En fait, j'ai une question parce que ça fait un peu écho à des problématiques qu'on a en histoire, et en particulier en histoire ancienne, sur qu'est-ce qui fait qu'il y a des choses qui sont conservées et d'autres pas. Et donc, est-ce qu'il y a des choses qui ressortent de la recherche déjà? Est-ce que c'est lié à certaines personnalités, à une période? Est-ce que c'est lié à une stratégie de l'établissement qui fait qu'on a mis le focus plus sur un type d'archive que d'autres? Est-ce qu'il y a des tendances comme ça qui peuvent apparaître, ou est-ce que c'est complètement le hasard? Merci. Je pense que dans l'archivage, en tout cas, il y a vraiment l'impact des personnes. Il y a des périodes de direction d'établissement ou de direction de département qui se voient assez nettement au niveau de ce qui est stocké. Et il y a aussi, sur la question des personnes, pendant longtemps, il y a eu une personne qui a eu de multiples casquettes dans l'institution. À la base, il était conseiller d'orientation, après service euh, d'appui psychologique aux étudiants, qui avait conservé une quantité de données absolument faramineuse, où il avait vraiment stocké tout ce qu'il a pu stocker, et ça va des menus du buffet du directeur à les tracts distribués par des organisations communistes sur le campus. Donc, il y a vraiment de tout, y compris des archives d'enseignement, des cours qu'il a pu récupérer, des sujets d'évaluation. Donc, je dirais que c'est effectivement assez personnel. Le rapport aux archives a l'air d'être assez personnel sur le temps long, en tout cas, quand l'archivage, du coup, était moins systématique aussi qu'aujourd'hui. Voilà, j'espère que ça répond à votre question.